Voilà, bonjour Roland Toneikes, bonjour Marc Goudjanou. Bonjour Carole, et ce matin? Ça va très bien et vous? J'espère que vous vous bien. portez à merveille. Oui. Carole, bonjour Marc Goudjanou, bonjour amis téléspectateurs internet, bonjour. Alors c'est parti, nous allons démarrer par la plénière de ce matin à l'Assemblée nationale, le budget de 2025 au menu. Marc Goudjanou. Oui, il faut dire que les députés vont faire encore, ils vont remplir encore leur devoir en ce qui concerne le vote du budget général de l'État. Je pense que beaucoup de quotidiens dans cette semaine aussi ont parlé surtout de l'aspect où l'opposition était beaucoup attendue sur le vote de ce budget-là. Et donc, c'est d'autant plus opportun que l'examen de ce projet de loi des finances gestion 2025 sera à la plénière. Il y aura pas mal de discussions là-dessus quand même et je pense que ce serait une formalité qu'ils vont effectuer du moment où on sait déjà les grands ensembles qui forment ce Parlement et donc généralement que ça va passer comme une lettre à la poste, comme on le dit généralement, même s'il y a quelques griefs qui seront soulevés forcément par les membres de l'opposition, c'est-à-dire le Parti Les Démocrates. Et donc on attend de voir ce qu'il en sera. Et donc il n'y a pas grande étude. C'est vrai que le budget a évolué, le budget a augmenté et donc on espère que bon, tout ce qui a été promis sera réalisé comme cela se doit. Alors, je voudrais juste ce matin attirer l'attention des démocrates sur un fait. Il ne faut pas qu'on vote contre le budget parce qu'on a envie de voter contre le budget. C'est très important. Parce que le plus souvent, on constate que les oppositions soulèvent sur la plupart du temps, parce que ce n'est pas un budget qui... En tout cas, parce que le budget de l'exécutif et donc voter contre le budget fait en sorte que le gouvernement n'ait pas les moyens de fonctionner. Mais n'oubliez pas qu'il y a quand même les ordonnances que les chefs d'État peuvent prendre. Soglo l'a fait, Mathieu Kékou l'a fait également, Boni Yaye aussi l'a fait à un moment donné. Et donc, même s'il arrivait que tous les députés voter contre ce budget, c'est que le chef de l'État a quand même une prérogative, en tout cas passer à l'ordonnance et puis gérer comme cela se doit. Mais je voudrais juste dire ce matin, oui, opposition, oui, s'opposer à un certain nombre de choses, oui. Vous travaillez et vous dénoncez les conditions de vie et de travail des citoyens béninois, oui, c'est tout à fait juste, parce que les gens se plaignent depuis des années, d'accord. Mais le gouvernement, dans la matière, dans le budget qui sera voté aujourd'hui, a consacré plus de 1 000 milliards pour le social. Et donc, je pense que c'est l'essentiel, c'est de mettre à l'épreuve ce gouvernement pour cette dernière année du quinquennat, du mandat de Patrice Talon. En fait, s'ils doivent voter contre, qu'ils nous disent les raisons fondamentales qui sous-tendent le rejet de ce budget. Mais si c'est dans la fantaisie qu'on doit voter contre, parce qu'on doit voter contre, parce que oui, on estime que oui, ça ne convient pas, alors qu'on n'a pas trop d'autres éléments à mettre sur la table, je pense que ça ne marchera pas. Et que les gens ne regardent pas ce qui se passe du côté de la France, la motion de censure, là, pour penser que oui, on peut implémenter ça au Bénin et voter contre un budget. J'estime qu'il faut que chacun de soit vraiment objectif dans ce qu'il fera aujourd'hui. Que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, on peut bien être de la mouvance et voter contre ce budget si en réalité, il y a des aspects qu'on ne comprend pas. On peut être de l'opposition et voter contre, ou bien faire des amendements et apporter des propositions. Et si ça n'est pas pris en compte, on peut déjà voter contre. Mais j'estime que les gens n'aillent pas à l'Assemblée aujourd'hui pour voter contre parce qu'on a envie de voter contre un budget, parce qu'on a envie de faire mal à Patrice Talon. J'estime que Patrice Talon, son régime, en tout cas, je le rappelle, c'est plus de 1 000 milliards qu'ils ont réservés pour le social. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. C'est ce qu'on a comme information concernant ce budget. Alors, le plus important, c'est de pouvoir accompagner si c'est possible. Parce que voter contre le budget et après demander des choses aux populations, au gouvernement, sur certains aspects, je crois qu'il y a maintenant ceux qui font le débat des opposants pour dire que parce qu'ils ont voté contre le budget, ils ne doivent pas demander qu'on aménage cette fois. C'est un faux débat en réalité. Parce qu'une fois que le budget est voté, l'argent est disponible. Voilà, et c'est l'argent du peuple. Et c'est l'argent du peuple. Donc, dès lors que même si quelqu'un vote contre le budget et qu'une voix amène chez lui, je prends l'exemple de Soava, et qu'une voie doit venir chez lui, que la voie est dégradée, quand même l'État a l'obligation d'aménager ça, même si le citoyen député de la localité a voté contre.
Donc c'est un faux débat qui a commencé depuis quelques jours. Mais j'estime que les opposants doivent faire très attention parce que s'ils ne font pas très attention, ils peuvent être pris au piège. Ça peut être un piège pour eux. Ils vont voter contre et puis après, ils vont commencer par encore crier parce que les populations diront, mais le monsieur a dit il y a plus de 1000 milliards pour le social pour nous aider. Vous avez voté contre. Et là, finalement, qu'est-ce que vous faites? Donc j'estime qu'il faut quand même à des moments donnés que nous puissions faire la part des choses, voter s'il y a besoin de voter, mais mettre en place une équipe de contrôle. Parce que votre rôle en tant que député, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Et je ne pense pas que, en tout cas, même si c'est difficile aujourd'hui d'avoir accès à certaines informations, quand même il y a des informations qu'ils peuvent avoir et ça peut leur permettre de donner les informations aux populations. Parce que si on dit, écoutez, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, les familles vulnérables reçoivent quelques soutiens par mois. Certaines jeunes filles reçoivent des transferts monétaires et il y a un certain nombre d'infrastructures réalisées, plus ou moins de toute façon. On ne va pas dire que tout sous Patrice Talon est mauvais, mais cela n'empêche pas, en tout cas, qu'ils soient très éveillés, très éveillés, très éveillés. Et puis... non, et puis... oui, je pense que pour enchérir avec ce que Laurent disait, c'est qu'il faut une critique constructive autour du budget général. Parce qu'il ne faudrait pas que nos députés de l'opposition aillent critiquer simplement pour critiquer. Parce que lorsque vous critiquez et que vous n'apportez pas des grains de solution ou que ce que vous relevez n'est pas assez pertinent pour, en tout cas, mûrir le débat au niveau du budget, ça donne l'aspect que vous êtes juste là pour critiquer. En tout cas, même les choses qui vont, vous êtes là pour les critiquer. Et ça ne devait pas être le cas. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on sait que c'est un parti de l'opposition et qui doit jouer son rôle. Mais son rôle, ce n'est pas seulement d'aller totalement toujours contre ce qui est fait par le gouvernement. Parce qu'une chose est sûre, ce budget renferme beaucoup de milliards également. Et ces milliards seront mis à la contribution ainsi que du pouvoir central, c'est-à-dire à travers les ministères, les directions, mais également au niveau décentralisé pour que, en tout cas, toute la population puisse en bénéficier. Par exemple, lorsque vous voyez le taux exorbitant, par exemple, du budget au niveau du ministère de la Santé, vous comprenez que, par exemple, il y a beaucoup de choses qui seront faites à ce niveau-là, surtout avec le centre hospitalier international qui est en train d'être installé à Calavier également. Donc, il y a beaucoup de choses qui seront faites. Et donc, pour ça, par exemple, je ne peux pas voir, par exemple, les députés et les démocrates venir, par exemple, à l'Assemblée aujourd'hui et critiquer cela, alors que ça touche à une sensibilité. Exactement. Voilà. Donc, il faut forcément... Je pense que cet hôpital ne rentre pas dans... Parce que c'est un hôpital construit par des partenaires. Oui, c'est construit par des partenaires, mais le fonctionnement, ce n'est pas forcément les partenaires. Oui, parce que quand vous parlez de cet hôpital, ça me fait toujours sourire, parce que est-ce que ce sera accessible à la population béninoise? Quelques détails près. Je pense que... L'hôpital de Calavi, le centre hospitalier international de Calavi, Chic, à quelques détails près, peut avoir des liens avec le budget, sinon que c'est les partenaires qui ont mis beaucoup de moyens. Ça fait qu'ils n'aiment pas qu'on dise dans ces détails. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce budget du ministère de la Santé, mon problème à moi, c'est qu'on essaie de doter les grands centres de santé de scanners tout au monde, de plateaux techniques adéquats. D'accord. Surtout à travers les communes, au fait. Voilà, qu'on mette des groupes électrogènes parce qu'il y a des centres de santé qui manquent de courant pendant 24 heures. Donc, si par exemple le budget du ministère de la Santé est élevé, oui, on n'a rien contre. L'essentiel, c'est que l'argent soit vraiment dépensé sur le terrain et que nous puissions avoir un certain nombre d'améliorations des conditions. Qu'on sente ça dans le vécu du Béninois. C'est à ce moment, c'est là que moi j'attends le travail des démocrates, c'est-à-dire dès lors qu'on a voté le budget pour dire on veut faire des groupes, acheter des groupes électrogènes dans tel centre de santé, à partir de 1er janvier 2025, qu'ils les suivent comme du lait sur le feu. Mais il ne faut pas voter contre et après aller réclamer. Bon, même s'ils réclament, c'est déjà voté parce que quand même, quoi qu'on dise, comme Mac l'a dit, le gouvernement, la majorité au Parlement, ils vont voter comme il est à la poste et puis ça va passer. Mais dans l'exécution, les autres pourront faire le travail. Alors nous allons continuer, poursuivre dans le même registre presque. Palmarès titre ce matin, discours sur l'état de la nation 2024, talent très attendu sur son bilan politique. Marc Goudjani. C'est vrai parce que c'est comme... c'est souvent, c'est une formalité que le chef de l'État doit faire et qui est obligatoire. Et donc...
on doit l'attendre beaucoup sur son bilan, surtout politique, parce que l'on a constaté un certain nombre de choses qui ne vont pas. Et donc, c'est de tout temps normal qu'après ce discours-là, il y aurait généralement ce que l'on fait. On décrypte généralement le discours du chef de l'État. On analyse pour pouvoir voir est-ce qu'il a pu toucher les points essentiels du débat en ce qui concerne, par exemple, les questions politiques, les problèmes politiques qu'on a aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas méconnaître le fait que au niveau de la réforme du système partisan, il n'y a pas moins, on le dit, moi je le dis toujours, hein, cette réforme est un échec et ça n'a pas abouti comme à ce que l'on espérait, parce que malgré cette réforme, on a vu des débauchages au niveau même des grands ensembles du parti où parfois certains militants, acteurs quittent l'Union progressive pour se retrouver au niveau du BR, quittent le BR pour se retrouver ailleurs. Il y a eu certains partis qui ont refusé carrément de se fondre aujourd'hui, et donc la multiplicité des partis politiques existe toujours aujourd'hui. Il y en a également qui viennent de naître. Et mis à part ça, avec le problème qu'on est en train d'évoquer actuellement en ce qui concerne le code électoral, qui renferme beaucoup de points de choc, où la majeure partie des minorités, c'est-à-dire des partis se réclamant de l'opposition, qui ne se retrouvent pas totalement très à l'aise au niveau de ce code électoral-là, où par exemple on limite déjà le nombre de parrainages à 28 minimum, d'accord, pour pouvoir avoir, alors qu'on sait déjà que 27, ça dépasse 27, donc disons 28 pour arrondir à 28, oui. Environ 28. Donc déjà à ce niveau, par exemple, alors que l'on sait immédiatement que les partis de l'opposition, c'est-à-dire les partis des démocrates, n'ont que 28 députés. Et donc, c'est comme si c'est fait à dessein, parce que du moment où, par exemple, l'un d'entre eux désire de parrainer ou ne veut pas parrainer, dit, ou à ce moment-là, il disparaît, qu'on n'arrive pas à le voir pour le parrainage, ça veut dire que... ça ne se faisait pas le passé. Exactement. Pour élire un chef d'arrondissement, un conseil communal. On va le faire cacher quelque part et on ne le voit pas pendant tout le processus électoral, il disparaît, et c'est après qu'il réapparaît. Donc, si ce cas de figure arrive et que déjà on limite déjà à 28 ou à 27, et quelques, et que les autres ont que 28 députés et que 2 députés disparaissent, souffrez qu'à un moment donné, ils auront des difficultés à avoir ce parrainage-là. Donc, il faut reconnaître à l'unanimité que le code électoral pose problème et qu'il faut forcément discuter, revoir les choses entre acteurs politiques. Et donc, ce sont des questions sur lesquelles on va attendre également le chef de l'État. Il y a beaucoup d'autres réformes politiques et également des réformes au niveau de l'administration et un peu partout, qui seront des questions qui seront au menu de cette sortie-là. Et on espère qu'il va arriver à toucher les points. Parce que parfois, même dans le discours du chef de l'État, on se dit parfois qu'il extrapole certaines questions qui sont vraiment très, très importantes en ce qui concerne les Béninois. Et donc, il est question à ce qu'aujourd'hui, dans son discours, sur le discours sur lequel on l'attend, que ce discours soit vraiment un discours franc et direct, d'accord, un discours dans lequel parfois lui-même peut reconnaître les erreurs qu'il a eu à faire et qu'il puisse se remettre en cause par rapport à un certain nombre de décisions. Le discours peut revenir également sur les questions avec ses proches qui sont dans des problèmes, qui ont des problèmes avec la justice, avec lui, qui étaient vraiment des proches à lui, et donc ça pose également un autre problème à son niveau. Et il va parler peut-être de la question de l'après-lui, puisqu'il dit qu'il va partir. Et donc, sûrement, ce serait un discours vraiment très riche si éventuellement le chef de l'État décide d'aborder vraiment les points clés sur lesquels on l'attend, à moins qu'il que le chef de l'État ne décide pas de rencontrer une fois encore les personnes en situation de handicap. Vivement comment? Je n'ai pas compris. Allez-y. Moi, je crois que sur la question du après lui, c'est trop tôt pour espérer, Patrice Talon, évoquer la question, parce que nous aurons encore décembre 2025. Et c'est en ce moment-là qu'on saura, en tout cas, ou bien août 2025, parce que août, c'est la dernière fête nationale qui va se célébrer avec le peuple béninois. Et donc, on serait à quelques mois des élections, du dépôt des candidatures, octobre 2025, pour la présidentielle. Donc, c'est en ce moment, c'est tellement qui pourra prendre la parole. En tout cas, là en l'état, ce n'est pas évident. Alors, sur la question du bilan, et puis bilan politique et autres, tout ce que vous voulez, je crois que Patrice Talon, à sa manière de faire les choses, il lui arrive parfois d'être direct et de clair, reconnaître que oui, il a fait des erreurs, qu'il n'est pas, qu'il sait que les Béninois ne sont pas d'accord, il lui arrive de le reconnaître, mais il lui arrive aussi d'être assez droit dans ses bottes, entre griffes, donc il sera certainement droit dans ses bottes. Sur la question de ses amis, ses proches qui sont en difficulté parce qu'il y a ici ou ça,
est-ce qu'il va se prononcer? Ce n'est pas évident. Et ce n'est pas évident qu'il se prononce sur la question dans un discours bilan, en tout cas. Mais on peut peut-être espérer que d'ici janvier, un entretien exclusif avec le chef de l'État, il peut se prononcer sur la question. Mais ce que je veux dire en réalité, c'est qu'aujourd'hui, le chef de l'État a quand même, est dans pratiquement un dernier tournant avant janvier et août 2025, où il devra véritablement dire les choses et faire les choses de façon claire et nette dès maintenant pour montrer aux Béninois, oui, qu'il a bien envie d'être célébré à la fin de son mandat. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de questions sur lesquelles, vous imaginez quand vous prenez la situation de Rekia Madougou, la situation de Joël Ivor, un certain nombre de personnes qui sont en difficulté sur lesquelles le chef de l'État a toujours été interpellé et il ne se prononce pas, même si face au président Boniaï, il a été clair pour dire qu'il n'est pas dans la dynamique de la libérer. J'estime que c'est plus que jamais le moment de réfléchir sur la question. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le bon timing, c'est très important. Le bon timing. En toute chose, il faut savoir poser les vraies dates à des moments précis. Vous dépassez cette période-là, en fait, vous le faites après, ça n'a aucun sens. Où les gens disent, mais écoutez, il a fait ça pourquoi on n'en a plus besoin, il aurait dû laisser, parce que si pas, quelqu'un d'autre viendra, il va les libérer, tout ça là. Si vous savez que vous voulez partir, et que vous savez que si vous partez... Vous voulez dire que c'est le moment pour le président Patrice Talon de gracier certains détenus politiques? Si vous savez que vous voulez partir, et que vous savez que celui qui viendra après vous a la possibilité de les sortir de prison, amnistie ou gracier, tout ce que vous voulez, c'est que c'est mieux de le faire maintenant pour qu'après on oublie ça. En fait, le véritable problème, l'enjeu, c'est que si vous le faites maintenant, on a un an devant nous. On va crier pendant un an, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis après on va passer à autre chose. Par contre, ils sont encore en détention, et puis après vous attendez octobre 2025 dans le feu de l'action de la présidentielle pour les libérer parce que vous avez attendu déjà qu'on dépose des candidatures et que ces personnes n'ont plus la possibilité d'être candidates et que c'est à ce moment que vous les amnistiez et tout ça, là, vous lui accordez toutes les facilités. Mais ça n'aura plus d'effet parce que les mêmes personnes, quand elles vont sortir, pourraient être des problèmes pour vous. Autant mieux les sortir maintenant, soit les gracier, soit les mettre... Moi, j'ai discuté avec des personnes même de la mouvance, l'idéal pour eux aurait été qu'ils les sortent et qu'ils les mettent peut-être en résidence surveillée. Pourquoi pas? Mais maintenant, s'il ne le fait pas, c'est lui qui est le chef de l'État. Mais j'estime qu'il faut, une fois encore, je dis au chef de l'État, n'écoutez pas les vous-vous-là autour de vous. Ils savent ce qu'ils font. Ils vont vous entraîner dans les erreurs, sur erreurs, et puis après, deux pieds joints, ils vont sauter et être de l'autre côté. Et vous allez voir, ils vont... Mais attendez, notez bien tout ce qui se passe aujourd'hui. Les mêmes acteurs que vous voyez là, qui sont capables de vous traiter de tous les noms là, vont sauter depuis et demain. Le président de Patrice Talon n'aura pas de souci si éventuellement c'était un candidat de ses membres de ces partis politiques ou partis de la mouvance présidentielle qui était élu président de la République. Ça sera une continuité. Rien n'est gagné d'avance. En fait, ce que je dis aujourd'hui, le chef d'État peut beau réfléchir à choisir comment vous appelez, un soumis. Non, il peut réfléchir à mettre un soumis, discipliner tout ce que vous voulez à sa place. Mais dans l'exercice du pouvoir, c'est autre chose. Ce n'est pas ce que vous dites là. Parce qu'on a vu des cas en Mauritanie, on a vu des cas en Angola. Ça peut être le plus soumis, le plus docile de tous les temps que vous avez vu durant votre parcours. Mais dans l'exercice du pouvoir d'État, écoutez, est-ce que vous avez pu écouter des gens qui vous ont parlé de ce qu'on appelle le pouvoir d'État? Même ministre, député, déjà, est-ce que vous êtes investi d'un pouvoir où... Le président Patrice Talon en a forcément conscience parce que lui aussi, il aurait forcément pris des engagements. Et dans la réalité des faits, dans la gestion du pouvoir, il s'est confronté à des situations qui ne lui permettent pas forcément d'honorer sa parole. Donc, du coup, il est un homme averti. Justement, non, parfois, quand vous êtes au pouvoir aussi, au sommet là-bas, il y a des choses qui vous échappent. En fait, c'est ça le problème. Écoutez, même le chef de l'État, il est un homme averti, il connaît les acteurs politiques, il connaît le cadavre, il connaît tout, mais il y a des choses qui lui échappent. Et il faut peut-être parfois des observateurs pour lui dire, ah, attention, monsieur le président de la République, attention, là, c'est pas bon. Parce qu'il n'est pas, il a beau être président de la République, il n'est pas omniscient. C'est ça le véritable problème. Il n'est pas omniscient et il n'est pas omniprésent non plus.
Donc il y a des choses qui se passent dont il n'a même aucunement connaissance. Il y a des choses qui se passent qu'il ne maîtrise pas. On a beau dire que c'est un averti de la classe politique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il lui revient de faire des choses qui peuvent lui être en sa faveur demain. Parce qu'après, quand ça va arriver, des citoyens peuvent prendre fait et cause pour lui. Parce qu'aujourd'hui, vous imaginez, le général Mathieu Kékou a beau être tout ce que vous pensez au cours de la période révolutionnaire. Mais après, la démocratie, on a vu ce qui s'est passé. Quand on parle du général Mathieu Kékou et que les gens veulent rappeler la période révolutionnaire, on dit, mais écoutez, non, il est venu demander pardon, il est passé à autre chose, il n'a pas été, au cours de la période démocratique, il a été un homme nouveau. Donc, du coup, c'est là le véritable problème. Tout ce que s'est passé de 2016 à 2024, oui, les Béninois certains estiment qu'ils ont été martyrisés, certains estiment qu'ils ont été brimés, certains estiment qu'ils ont été contraints à l'exil, certains estiment qu'ils ont été mis en prison injustement. Mais on a un an peut-être pour essayer de changer la donne, et d'amener peut-être les Béninois à reconsidérer le chef de l'État autrement et son régime. Nous allons poursuivre. Je voudrais revenir également sur la situation au niveau de l'administration, où n'oubliez pas, beaucoup de structures ont été dissoutes au niveau de notre administration. Et donc, la plupart de ces employés, il y en a qui sont laissés pour compte, il y en a aujourd'hui qui ne connaissent pas en réalité leur situation, qui sont là, et il y a des cris d'alarme à tout moment pour pouvoir essayer de voir comment est-ce que le chef de l'État peut essayer de revoir leur situation. Oui. Nous avons également le cas de l'SORTB, qui aujourd'hui qui est devenu SRTB. Et donc, il y a également ces problèmes-là qui demeurent, où aujourd'hui, il faille quand même que le chef de l'État puisse faire des promesses, faire des propositions, essayer de changer la donne, essayer de régler un certain nombre de problèmes. Sur le cas arrive, par exemple, les Nations Unies qui avaient eu à vouloir qu'on puisse quand même libérer ces détenus politiques. Et donc, la question demeure très cruciale, et c'est sur ça, Laurent s'est appesanti pendant toute son intervention, et c'est très primordial. Moi, je me dis, quelles qu'en soient les actions que le chef de l'État va faire aujourd'hui, je pense qu'il est en train de finir son mandat déjà. Et donc, du coup, ce serait bien pour lui déjà qu'il pense à une solution, parce que même celui en qui il croit et qu'il va vouloir mettre là, et rien ne prouve encore que cette personne va pouvoir accéder au pouvoir. Ça, c'est encore l'autre interrogation. Et si donc si éventuellement même cette personne accédait au pouvoir malgré tout ce que l'opposition aura pu faire, cette personne peut également décider de pouvoir les libérer et là, devenir comme le héros qui a voulu quand même gracier tout ce que le chef de l'État a voulu maintenir en prison. Et la question de la justice et de l'équité, ça demeure également. On a vu la situation de ceux qui ont été mis à la retraite anticipée sans être prévenus, sans avoir pris les dispositions pour pouvoir quand même en tout cas se remettre dans la société, se réadapter à cette situation. Parce que lorsque vous êtes prévenu, par exemple, vous aurez pu prendre certaines dispositions, quitte à vous préparer à votre après-retraite. Mais la plupart, c'est que beaucoup n'ont pas été avertis, ils ont été pris du coup, puis ça a bouleversé beaucoup de familles. Il y a eu il y a eu même des morts. Donc, c'est des situations qui touchent beaucoup plus à la sensibilité des Béninois, sur lesquelles on aurait aimé qu'ils puissent se prononcer en père de la nation pour pouvoir dire sa responsabilité en ce qui concerne ces questions-là. Et qu'est-ce qu'il a prévu pour ces gens de personnes aujourd'hui et pour ces détenus où aujourd'hui la justice béninoise est mise en cause, d'accord, par rapport à l'arrestation de certains hommes qu'on dit qui sont des détenus politiques. Il faut que la justice soit réinventée autrement, jusqu'à ce que les Nations Unies nous demandent, par exemple, de libérer certains détenus parce qu'ils estiment que ce sont des détenus politiques. Ça veut dire que le problème demeure toujours. Et donc, même si la plupart de ceux qui sont autour du chef de l'État ne veulent pas l'admettre, aujourd'hui, tous les Béninois sont unanimes sur la question qu'il y a des détenus politiques. Et donc, la question reste toujours fondamentale. Et donc, il doit quand même essayer de pouvoir régler un certain nombre de choses, même s'il a encore un autre discours à faire avant de pouvoir partir. Je pense qu'avec son avant-dernier discours à la nation, sur l'état de la nation, je pense qu'il a la possibilité encore de régler ces détails-là, même si lui-même, il n'a plus confiance
en son entourage, au moins il a le peuple devant lui, le peuple qu'il a choisi, à qui il doit rendre compte. Dynamisme, info titre ce matin, animation de la vie politique au Bénin, ces voix critiques de connotation de taupe au sein de l'opposition. Roland Tonéikes. Je sais de quoi parle Dynamisme Info. Et Dynamisme Info, je sais bien pourquoi je souris ce matin. Parce qu'il nous suit pas fait beaucoup tous les matins. Oui, ces voix critiques à connotation de taupe au sein de l'opposition. Oui, je crois que j'ai évoqué la question de certains opposants. Tout à fait, plusieurs fois sur ce plateau. Et de façon bizarre. C'est vrai que quand je lisais le titre, j'ai pensé à vous parce voilà. que... Donc oui, c'est vrai que quelqu'un a pris faire cause pour un président de parti politique en me traitant de tous les noms sur le net, en me demandant même si je suis béninois parce que mon nom ne sonne pas béninois. Au passage, je lui précise que je suis dans la Togodo, il peut aller vérifier. Bref, c'est une parenthèse. Alors, pour dire que oui, quand on est opposant et qu'on dit on s'oppose à un régime, on peut avoir peut-être des positions. Mais dès lors que c'est un intérêt, c'est un truc qui doit concerner toutes les sensibilités politiques, on doit pouvoir quand même faire la démarcation et se mettre au maître des yeux de la mêlée. Et donc, demander à certaines formations ou certains présidents des partis, attention d'éviter le jeu auquel ils s'adonnent, ce n'est rien de méchant ni rien de sorcier. Et puis, nous sommes au Bénin. On se connaît. Je le dis. C'est vrai que quelqu'un a dit ça, il a été en prison. Je sais qu'ils savent que je sais. Et vous vous rappelez Lionel Agbo, il a dit qu'il s'est retrouvé en prison. Mais moi, je n'ai rien fait pour aller en prison. Mais je dis, ils savent, on se connaît au 229. Et là où ils mettent les pieds, parfois la nuit ou parfois dans la journée, ils savent qu'on sait. Et donc, pour moi, j'estime que les gens doivent faire suffisamment attention et mettre le peuple au-dessus de tout. Écoutez, ce n'est pas que dans l'opposition. Je le dis gros et fort. Dans la mouvance, il y a des éléments qui sont des taupes. Forcément, s'il n'y avait pas des taupes, nous n'allons pas assister à ce déballage de la part de frères Ronvi, parce que ces informations sont quand même top secrets. Hein, oui, donc il y a des gens qui sont en mission et qui, je l'ai dit la dernière fois dans l'article de l'hypocrisie, les gens détestent viscéralement Patrice Talon. Mais parce qu'ils doivent manger, ils sont disciplinés là. Ils sont alignés. Ils sont alignés. Et ils mangent. Mais c'est eux qui, à la première, disent, mais à la seconde près, pardon, disent, mais écoutez, on va lui faire ça. Écoutez, l'erreur là, on va l'amener à commettre l'erreur. Et ils savent très bien ce qu'ils font. Et c'est pareil pour l'opposition. Donc quand on dénonce ça du côté de l'opposition, les gens n'ont pas à nous prendre d'opposants, de porte-parole d'un parti politique, au point de vouloir nous enlever notre nationalité. Je suis béninois, je reste béninois. Je ne vois pas encore celui qui va me prendre ma nationalité. J'en ai fini. Marc Koudjanou, ce matin, il est là pour comme s'il attendait que de la mise info parle de cette actualité. Oui, parce que quelqu'un a pu faire pour apporter. Quand vous lisez parfois, parce qu'en fait, les gens n'aiment pas la vérité et la franchise. Écoutez, je prie Dieu tous les matins de ne jamais diffamer quelqu'un, de ne jamais insulter quelqu'un, de ne jamais dire des contes vérités. Mais je ferai une analyse. Quand je fais une analyse, vous n'êtes pas d'accord. C'est des idées. Oui, si vous pouvez partager ces idées. Me traiter d'opposant porte-parole d'un parti au point de me dire que mon nom ne sonne pas bien et que en réalité. Oui, mais acceptez. C'est son opinion. Oui, acceptez. Non, en fait, vous savez. J'ai demandé si le prochain combat, c'est m'enlever ma nationalité béninoise. J'attends. On lui concède. Je pense que sur cette question de ces voix critiques de l'opposition qui sont perçus en quelque sorte comme des taupes. Je vous dis que, au fait, au sein du cadre de concertation de l'opposition, vous avez constaté que ce n'est pas tous ceux qui s'estiment, tous ces partis qui s'estiment de l'opposition qui ont adhéré à cette cadre de concertation. Il faut faire confiance à tout le monde. Et même donc, la question est que la plupart de ceux qui ne font pas partie de ce cadre ont émis des critiques, ont commencé par avoir des opinions qui ne sont pas forcément, qui sont en désaccord avec le cadre de concertation. Et c'est d'autant plus normal parce que, à un moment donné, même au niveau du cadre de concertation, comme ils sont tellement méfiants vis-à-vis l'un des autres, et donc, ils ne faisaient pas trop confiance à un certain nombre de partis qui s'estiment de l'opposition en ne les associant pas au cadre de concertation parce qu'on sait déjà quel type d'opposition ils sont.
Donc, ce n'est pas ceux-là aujourd'hui qui vont venir critiquer, par exemple, le cadre de l'opposition en ce qui concerne les initiatives qui sont en train d'être faites. Parce qu'en réalité, on ne les a jamais considérés comme des partis de l'opposition, même si eux-mêmes, ils s'estiment partis de l'opposition. Et donc, du coup, même s'ils font des critiques, c'est légitime. Ils n'ont qu'à faire leurs critiques. C'est-à-dire, ce serait mieux d'aller faire votre critique au dehors que de venir intégrer le cadre de concertation alors qu'on sait forcément que vous êtes là seulement en tant que top. C'est-à-dire que parmi les critiques qu'ils acceptent, qu'on fasse aussi des critiques à leur endroit. C'est-à-dire que parmi les tops, il y en a de diverses sortes. Il y a des tops qui sont déjà au sein, en tout cas, qui s'estiment membres ou bien du cadre de concertation, qui sont déjà dans le cadre de concertation, d'accord, et qui font comme s'ils sont vraiment de vrais farouches opposants. Et donc, ils sont prêts à aller fuiter certaines informations à l'autre camp. Maintenant, il y a ceux qui ne sont pas du cadre de concertation, qui s'estiment opposants, sans, entre guillemets ou bien entre griffes. Opposants constructifs ou de principe ou modérés. Et donc, à défaut de ne pas pouvoir faire partie du cadre de concertation pour pouvoir avoir toutes les informations qu'ils veulent. Et donc, comme ils ont été écartés, donc, le meilleur moyen pour eux, c'est de critiquer, de saquer tout ce que font les autres. Et je pense que c'est vraiment dommage parce que, bon, c'est politiquement parlant que ça se passe. Politiquement, on sait que tous les coups sont permis politiquement. Et les opposants ou le cadre de concertation va faire avec, quitte à eux de pouvoir savoir avec qui fonctionner, avec qui discuter d'un certain nombre de sujets très cruciaux pour que ça ne fuite pas. Et dans la foulée, on voit quelqu'un qui crée son parti et appelle ça Rassemblement des kérékoïstes. Voilà encore une autre réalité. C'est-à-dire que on parle de l'ère Boniaï, on parle de l'ère Patrice Talon aujourd'hui, on dénonce tout ce qu'on dénonce aujourd'hui, et que des gens arrivent à se mettre ensemble aussi, appellent ça Rassemblement des kérékoïstes. Justement, il veut mettre à profit les acquis de son père, de son père. En fait, moi je pense que dans cette affaire de kérékoïstes, il faut quand même dire la vérité à Moïse Kérékou. Si c'est rassembler ceux qui ont géré autour de son père et qui avaient ce qu'on a connu sous son père là. C'est forcément ceux qui ont géré sous son père. C'est ce que je dis, c'est-à-dire, s'ils créent une formation politique. La majorité de ces gens-là, est-ce qu'ils vivent? Ah non. Est-ce qu'ils vivent? Il y en a qui sont encore jeunes, qui ont géré défi emploi jeune. N'oubliez pas ça. Il y en a qui sont jeunes, qui ont géré, ils étaient très jeunes, ils ont géré défi emploi jeune. Ils sont pas en un nombre important pour Non, ce que vous dites, c'est pour attirer son attention sur un fait. Parce que quand le vieux a repris le pouvoir en 1996, il est devenu un nouvel homme. D'accord? Et il était détaché totalement du matériel. Ceux qui sont autour de lui, là, ont foutu, en tout cas, fait ce qu'ils veulent avec les ressources de l'État. Je ne vais pas citer des noms, on les connaît. Donc, si on doit rassembler ceux-là encore, avec ce qu'on a dénoncé sur Bouniaï et ce qu'on reproche à Patrice Talon, on doit rassembler ceux-là maintenant pour estimer... Non, justement, il y a des partisans, il y a des militants. Oui, non, en fait, je n'ai rien contre en réalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont vertueux dans ce qu'on dit là. Mais il y a des têtes là, si ces têtes-là doivent être présentées dans cette affaire-là, c'est-à-dire qu'il y a un train pour le peuple béninois. Je sais. Peut-être qu'à un moment, non. Bon, l'homme changeait aussi. Peut-être qu'eux aussi, ils ont changé. Vous-même qui avez dit, à un moment donné, l'ancien président Kérékou avait changé. Donc peut-être ceux-là... Et il s'est détaché du matériel. Et vous avez vu le nom qu'ils ont donné au parti, le Patriote. Donc entre-temps, il est... Donc ils sont pour la cause de la nation des Béninois. Donc entre-temps, ils ont reçu Jésus. Certains ont rencontré Allah comme l'autre nous en prison. Bien sûr, il y en a, non. Bon, si c'est ça... Alors, nous allons poursuivre. À un moment donné, vous-même, vous avez changé dans votre vie. Nous allons poursuivre un moment de détente qu'a créé forcément Roland Tonné-Ikes sur ce plateau. Nous allons poursuivre. Formalisation foncière, les opérations exclusivement en ligne dès janvier 2025. Marc. Oui, je pense que c'est une réforme très majeure. La dernière fois, on parlait de la dématérialisation au niveau de nos administrations. Et quand ça vient au niveau de l'ANBF, je pense que c'est salutaire. Et 12 communes sont déjà concernées par cette réforme. Et c'est à partir de janvier 2025. Et je pense que c'est très bien. Surtout la commune
la commune la plus concernée, c'est la commune d'Abomey-Calavi. Dans laquelle nous sommes là, c'est la commune d'Abomey-Calavi. Et c'est un fils de Calavi qui parle. C'est énorme parce que, vous savez, un temps avant que l'on ne décentralise les tribunaux, vous savez qu'avant, au niveau du tribunal de Cotonou, c'est-à-dire plus de 70% des affaires judiciaires qui existaient concernaient les affaires domaniales au niveau de la commune d'Abomey-Calavi. Donc c'était tellement criard. Et aujourd'hui, il faut dématérialiser. Il faut dématérialiser et il faut un accompagnement, forcément, pour pouvoir d'abord former rigoureusement ceux qui seront commis à la tâche. La seconde chose, c'est informer et sensibiliser les populations pour qu'ils sachent désormais que c'est dématérialisé et qu'ils peuvent le faire déjà en ligne. Parce que, vous savez, au niveau de la formalisation des parcelles, par exemple, dans Abomey-Calavi, je vous jure qu'il y a des parcelles, d'accord, des personnes qui ont entamé leur procédure, d'accord, pour avoir l'affirmation de leur parcelle depuis 2021, qui n'ont pas encore eu jusqu'à 2024. J'ai un cas maintenant. Le monsieur a demandé depuis, et ce n'est pas que leurs papiers ne sont pas à jour. Hein. Ce n'est pas que leurs papiers ne sont pas à jour. Ils ont tous les papiers qu'il faut. Et c'est au niveau de la lenteur administrative que le problème c'est pas qui se pose la lenteur. Parfois. Vous êtes de Calavi. Non, est-ce que c'est pas les litiges? C'est pas lenteur. C'est pas lenteur. C'est les effets, les nids de corruption qui font exprès de retarder. Vous en savez quelque chose? Actuellement, ce n'est plus le cas. Je vous explique. Actuellement, ce n'est plus le cas. Parce que qu'est-ce qui se pose généralement? Aujourd'hui, par exemple, pour pouvoir faire l'affirmation, c'est que vous déposez les dossiers. Et lorsque vous déposez les dossiers, c'est que ça prend pas plusieurs services. Et parfois, vous n'avez même pas la largesse de pouvoir savoir le dossier s'est arrêté à quel niveau, bien à quel service, pour que vous puissiez agir, pour que ça continue. Maintenant, en dernière signature, c'est la SE qui signe. Et c'est là le problème se pose aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez comment les problèmes qui sont évoqués par rapport aux SE aujourd'hui, pas seulement au niveau de la commune d'Abomey-Calavi, mais dans beaucoup d'autres communes, alors que Abomey-Calavi est très dense et a beaucoup de problèmes en ce qui concerne le domanial, les affaires domaniaux, et donc, du coup, les affaires domaniales, et donc, du coup, ça pose un véritable problème où la SE, à un moment donné, n'arrive pas à gérer toutes ces affaires, parce que comme c'est elle qui serait la dernière signataire, ça pose problème lorsque ça doit passer par elle, donc ça traîne énormément. Je vous assure tout, c'est vrai que certains citoyens, parfois, voulant vite avoir leurs documents, sont obligés de corrompre à gauche et à droite, ces cas, ça existe toujours. Et même avec la dématérialisation, je pense que lorsque vous allez, par exemple, dans les zones rurales, d'accord, vous allez constater que tout le monde n'est pas aguerri à utiliser le numérique comme cela se doit. Et la plupart même de ces propriétaires terriens qui existent, généralement, n'ont pas trop, même lorsqu'ils sont d'un certain âge, ne sont pas trop habilités à utiliser les nouvelles technologies. Et donc, ce problème va se poser également. Il va falloir quand même les sensibiliser, trouver, en tout cas, une manière de pouvoir les aider quand même. Vous savez, lorsqu'on prend, par exemple, la carte biométrique, ou le CIP par exemple, c'est dématérialisé. Et donc, pour pouvoir l'avoir, vous pouvez le faire justement en ligne pour renouveler. Mais aujourd'hui, le problème se pose. Il y a tellement de démarcheurs en la question parce que tous les citoyens n'ont pas cette possibilité-là de manipuler le numérique et de pouvoir le faire. Oui, c'est devenu aujourd'hui un job. C'est de l'emploi, c'est de l'emploi aujourd'hui. Ça fait partie des millions. Donc la dématérialisation également au niveau de l'ANDF va créer également de l'emploi au niveau de ces démarcheurs-là. Et ça va également créer d'autres problèmes, n'oubliez pas. Parce que d'autres vont prendre l'argent des citoyens en leur disant qu'ils vont leur faire les formalités et qu'ils vont partir avec leur sous. Oui, bloqués, ils vont disparaître. Et le problème le démarcheur est bloqué, c'est qu'il va disparaître. Mais je pense que c'est une bonne réforme, en général, c'est une bonne réforme. Il le faut, parce que la dernière fois, on parlait de la dématérialisation du service au niveau de la police, d'accord, où il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas faites, alors que ce sont des minimums, des BABA, qui doivent être faits au niveau de la police pour pouvoir permettre la traçabilité d'un certain nombre de choses, permettre également aux citoyens de pouvoir régler un certain nombre de problèmes même sans se déplacer. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde court pour pouvoir joindre les deux bouts. Et donc, on ne va pas encore rester s'aligner. N'oubliez pas que je remercie la police républicaine quand même. Ah, ok. Elle vous a libéré d'une infraction. On vous a dit elle vous a libéré d'une infraction. Non, j'ai vu, hier nuit, j'étais au portail, j'ai vu 2 policiers sur moto en train de faire la ronde dans ma zone. Ok, la patrouille. Et vous connaissez un peu ma zone, c'est un peu risqué. Et donc, à un moment donné, j'étais au portail et ils ont foncé sur la moto sur moi. J'avais eu peur d'abord, j'ai crié. Et c'est après, ils ont dit non, arrêtez-vous, c'est sur la police. Donc, j'ai vu ces 2 éléments. Ils ont su
écoutez, c'est une vieille moto Bajaj quand même. Pensez à acheter de nouvelles motos pour les gars. Mais au départ, déjà, je dis quand même bravo à la police républicaine parce que quand je suis rentré dans ce quartier, dès les premiers mois, j'ai vu cette patrouille-là. Mais après, ça a disparu. Et je les ai revus hier nuit, fortuitement, en train de faire la ronde. Effectivement, parce qu'on attire généralement leur attention. Je Oui, n'ai pas dit, il y a plusieurs... Quitter les zones risquées. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a toujours... Même si je suis dans un village à Agbenz ou à Zanando, c'est pas je suis béninois, je peux aller avoir ma maison à Tourou ou à, vous voulez, Tchatou. La police a pour rôle de sécuriser. Bon, allez-y. D'accord, bref. Votre analyse de cette réforme. Non, il faut quand même remercier le gouvernement. En tout cas, la dématérialisation aujourd'hui, il faut quand même en être fier. Le bénéfice école, honnêtement. Oui, le bénéfice école. Sur la question, le chef de bénéfice école. Honnêtement. Donc, dans la sous-région, le bénéfice école. C'est pourquoi, même au niveau du budget, vous avez constaté qu'il y a eu également une augmentation. Non, mais là-bas, on a demandé, je ne vais pas, n'allons pas sur ce terrain. Parce que si on va féliciter, on va féliciter. Si vous voulez qu'on aille dans d'autres détails, on va aller. Oui, on est dans le numérique. Il y a beaucoup d'avancées. Vous ne pouvez pas critiquer ce qui a été fait là. La ministre a dit qu'elle appelle les médias, parce qu'au cours de la semaine du numérique, elle appelle les médias à une révolution numérique. Je suis d'accord. Son budget est élevé, on dit que c'est une partie pour... Mais est-ce qu'en réalité, les médias auront de facilité aujourd'hui? Est-ce que Eden TV, par rapport à ce que nous payons pour Internet, là, est-ce qu'on va nous réduire les coûts? Est-ce que les médias en ligne, vous en avez quelque chose? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y aura de facilité? Moi, c'est un problème à ce niveau. Donc, si on vote milliards, c'est... Oui, ça, c'est... Vous parlez du secteur des médias. Oui, le numérique ne concerne pas que les médias. Non, oui, mais c'est elle qui a parlé de révolution numérique. Au niveau de la presse, elle en a parlé. C'est pour ça que oui, donc ça veut dire que quoi? Les milliards votés qui seront votés aujourd'hui là. J'espère que ce ne sera pas de vaines paroles. Non, donc les milliards qui seront votés aujourd'hui là, je suis d'accord, content qu'on lui donne autant de milliards à gérer. Mais il faut que des révolutions numériques là, qu'on pense vraiment assister les maisons de presse. Alors, les entreprises de presse. Alors donc, ceci étant, dématérialisation aujourd'hui, il faut quand même se réjouir de ce que oui, on a beaucoup de facilité à régler les problèmes aujourd'hui. Donc, si vous devez régler les problèmes, vous passez aujourd'hui depuis votre salon parce que c'est dématérialisé, je crois que c'est à saluer. Seulement que oui, tout ça, ce qu'on fait aujourd'hui, cela requiert, demande qu'on ait une connexion de qualité. Parce que parfois, vous lancez des demandes sur la plateforme de l'ANI pour avoir une adolescence, parfois ça bug. C'est très difficile. Et parfois, on est confronté même aussi à des irrégularités parfois, sur la plateforme numérique. Vous payez parfois, vous n'avez pas... pas... on n'a pas gain de cause. Voilà. Moi, je suis confrontée à ça, j'ai été confrontée à ça. Donc, si la connexion est de bonne qualité, on peut régler ces problèmes-là en quelques fractions de secondes. Mais si je dois lancer et que je paye après, et que dans le... N'oubliez pas que quand l'argent, vous payez en ligne, que ça va dans la caisse du trésor, là. C'est formalité sur formalité pour prendre l'argent. C'est que c'est parti, quoi. Il ne faut plus espérer. Donc, alors que si la connexion est de bonne qualité, une fois que vous tapez automatiquement, ça part, vous avez votre solution. Ça va donc, oui, dématérialiser tout, je suis d'accord, mais il faut qu'on revoie aussi la connexion aujourd'hui au Bénin, qu'on essaie de voir dans quelle mesure on peut aider les populations. J'espère que les procédures ne sont pas aussi compliquées. Maintenant ça ferme la porte à quelques comportements de corruption, mais pour autant, parce que n'oubliez pas que c'est quand même des hommes aussi qui sont sur la machine là-bas. Merci, oui, Roland. Les problèmes ne vont pas manquer. Vous savez, lorsqu'on parle du numérique, c'est beaucoup de matériel qui rentre en compte. Et donc, même généralement, même avec les plus grandes firmes en matière de numérique, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes de mise à jour, des problèmes où il faut corriger des bugs, des virus qui attaquent, ainsi de suite. Et donc, je pense que du moment où le Bénin fait déjà école, on va encore s'améliorer. Et une chose est sûre, on ne sera pas toujours derrière, on va encore aller plus de l'avant pour que même depuis l'extérieur, on puisse quand même faire toutes les formalités essentielles. Justement, merci parce Marc Goudjanou. J'évoquais un cas, par exemple, il y a un citoyen béninois qui est aux États-Unis, qui a déposé un dossier pour permis de construire à la mairie d'Abonka. Ça fait plus d'un an qu'il ne s'en est pas sorti. Ça fait plus d'un an. Comment peut-on expliquer ça alors qu'il a tout payé? Donc pour vous dire que quoi, il y a quelques nids de corruption encore, quelques personnes là. Enfin, on va se voir, on peut régler ça au plateau. Donc vous pouvez régler ça? Oui, on peut régler ça. Vous pouvez nous aider à régler ça? Oui. Merci Roland Tonniquet. Monsieur le maire adjoint. Marc Goudjanou.